Parlons d'Europe avec la Maison de l'Europe des Yvelines sur Sensation, avec le soutien financier de l'Union européenne. Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons d'Europe sur Sensation, en association avec TV78 et la Maison de l'Europe des Yvelines. Ce sont en ce moment les Erasmus Days. Mathis Godefroy est allé vous demander si vous connaissiez les politiques européennes de mobilité et le programme Erasmus+. Bon, j'en ai entendu parler, mais... Est-ce que vous savez en quoi ça consiste ? Non, pas vraiment, non. Ça permet d'étudier à l'étranger pendant une année ou plusieurs, etc. Je sais que c'est un programme d'échange d'étudiants. C'est l'Union européenne qui finance des accueils d'étudiants dans d'autres pays pour favoriser justement la connaissance, l'interconnaissance des pays. C'est une des rares choses qui a un coût raisonnable, je pense, et qui est utile. Alors ça permet certainement aux étudiants de pouvoir travailler à l'étranger, de faire autre chose, de changer de culture, voir quelque chose de différent. Du coup, c'est plutôt pour les étudiants étrangers, français ou étrangers qui veulent partir dans d'autres pays européens. Je sais que c'est pour les étudiants, pour effectivement faire des études à l'étranger. Ouais. Oh, c'est très ancien, ça permet aux jeunes étudiants d'avoir une expérience de 6 mois, je crois, dans une autre université que celle de leur pays. C'est pas les étudiants qui partent à l'étranger là ? Alors c'est des échanges d'étudiants. On envoie des étudiants en Espagne ou qui du coup peuvent partager la culture d'autres pays. Ça doit permettre justement d'avoir une sorte d'ouverture européenne, ouverture à l'autre. Est-ce que vous pensez justement que ce programme Erasmus, ça pourrait renforcer un sentiment de citoyenneté européenne au sein de l'Union ? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Écoutez, n'employons pas les grands mots. Ça sert à rien. Je pense, bien sûr, c'est un mélange d'ensemble, c'est universel, alors je pense que normalement, oui. On est d'abord citoyen de sa nation. On n'a pas besoin d'Erasmus pour se sentir européen. C'est vraiment par les échanges, par les choses pratiques qu'on peut, bien sûr, qu'on peut c'est par l'amitié, c'est par les liens qu'on peut développer le sentiment européen. Oui, on a bien entendu les reportages. Marie-Raphaëlle Minier m'a rejointe. Bonjour. Bonjour Sarah. Vous êtes coordinatrice jeunesse à la Maison de l'Europe des Yvelines et responsable Europe Direct Saint-Germain-en-Laye. Oui, tout à fait. Oui, nous allons en parler davantage par rapport à Erasmus+. Mais d'abord une réaction à ce que vous venez d'entendre. Alors, rien de très surprenant par rapport à ce qu'on entend habituellement, c'est-à-dire des gens qui connaissent le programme Erasmus, mais qui encore pour beaucoup pensent que c'est réservé aux étudiants. Ah oui, je vois, parce qu'on a bien entendu une année ou plusieurs pour les étudiants. Ouais. Surtout, on voit que les gens restent sur les étudiants. Oui. Mais est-ce que c'est vraiment que ça, Erasmus+? Non, pas du tout. Alors, bien évidemment, on connaît tous le programme Erasmus qui permet d'effectuer un semestre en dehors de son université d'origine et dans une université partenaire ailleurs en Europe. Donc des jeunes qui vont faire un semestre de master ou de licence à Dublin, à Lisbonne ou encore à Madrid. En revanche, on connaît moins des jeunes qui n'ont pas de diplôme ou peu, qui sont déscolarisés, qui sont en réinsertion, qui sont dans un nouveau parcours de formation et qui vont faire partie du volet Erasmus+, formation professionnelle. Oui, évidemment, on va essayer d'en savoir plus sur les politiques européennes de mobilité. Ouais. Mais avant de parler de programme Erasmus+, Marie-Raphaëlle, je voudrais que vous nous présentiez les autres qui existent. Alors, il y a des programmes de volontariat via l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Au sein du programme Erasmus, il y a le Corps européen de solidarité qui permet de partir plutôt sur des missions plus longues et aussi de type volontariat. Plus longue, c'est-à-dire parce que tout à l'heure, on a bien entendu 6 mois ou plus, jusqu'à 1 an. Jusqu'à 1 an pour le Corps européen de solidarité. Et en 2022, devrait aussi voir le jour le programme ALMA. Et je pense que tout à l'heure, Alberto Bevilacqua vous en parlera mieux que moi. Et il y a donc le programme Erasmus+. Tout à fait. 10 millions de jeunes en ont profité
depuis sa création. Tout à fait. Quelques mots par rapport à sa création et son évolution. Oui, alors c'est dès 71 que les ministres de l'Éducation se sont réunis en se disant tiens, ce serait bien qu'on fasse quelque chose pour que les étudiants puissent échanger. Il a quand même fallu 16 ans de plus pour que naisse le premier programme Erasmus en 1987, dans lequel il y avait le programme étudiant, mais ce qu'on appelait aussi à l'époque le programme Leonardo pour les jeunes des lycées professionnels, le programme Comenius, enfin plein de choses. Et aujourd'hui, on arrive à 10 millions de personnes sur plus de 30 ans d'exercice sur le programme Erasmus+, qui est ouvert pas qu'aux étudiants. C'est vraiment énorme comme chiffre. Et je vous propose à présent d'écouter les témoignages d'Alberto et de Stéphane. Ils vont partager avec nous leur expérience de mobilité. Pour vous expliquer un peu mon parcours, du coup j'ai fait un Bac+3 et pour continuer en master, je voulais vraiment réfléchir à ce que je voulais. Donc du coup j'ai voulu faire une année de césure, clairement. Et du coup je me suis un peu intéressé au développement personnel, à tout ce qui est comportement humain, etc. Et puis même j'avais un projet, c'était vraiment de partir à l'étranger pour faire un stage. Et de base c'était pour m'améliorer en anglais. Donc je suis passé par la Maison de l'Europe et tout ça pour le programme Erasmus. Et finalement avec la situation, le Covid, etc., la destination a changé. Donc du coup j'ai choisi l'Espagne, donc Malaga. Et un stage tout simplement pour découvrir surtout le monde du travail, comment ça se passe la vie là-bas, même au niveau de l'argent, au niveau de même moi, comment je vais me comporter parce que je vais être tout seul, etc. Le principal c'était vraiment le stage en entreprise, donc j'ai intégré une agence en tant qu'assistant de communication marketing. Donc là vraiment j'aidais en fait les étudiants Erasmus à leur trouver un logement, un stage en entreprise, des cours de langue s'ils le souhaitaient. Donc du coup c'était hyper enrichissant et de par ça voilà, je profitais quand même de la ville, je me retrouvais tout seul, je rencontrais vraiment plein de gens mais de partout. Là pour le coup je peux aller dans le monde entier, j'ai des contacts partout. C'est vraiment une expérience de dingue et tu rencontres des gens exceptionnels. Vraiment c'était à revivre. En fait je le conseille à tout le monde, surtout si par exemple tu sais pas quoi faire dans ta vie, que tu n'as aucune idée de métier ou quoi ou qu'est-ce. Vraiment partir à l'étranger parce que du coup tu vas découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles personnes, tu vas connaître même de nouveaux métiers peut-être. Donc c'est là en fait que tu commences à t'enrichir et à te dire ok c'est ça que je veux dans ma vie. Ouais, partir à l'étranger tout seul, pas accompagné, c'est là où tu te surpasses et tu te dis ok je suis capable de faire ça. Voilà, après ça se prépare, mais même moi je voulais pas partir comme ça sans rien, prendre mon petit sac à dos, y aller, non c'était pas mon objectif. Moi je voulais quand même dépendre de la France ou avoir un organisme qui m'accompagne. Donc voilà, passer par un organisme je pense que c'est mieux et même ça vous rassure, vous n'êtes pas tout seul et non vraiment faut pas hésiter, faut y aller et même vous allez apprendre énormément sur vous et c'est exceptionnel, encore une fois. Salut tout le monde, je m'appelle Alberto, je suis italien et je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai fait lors de ma mobilité à l'étranger dans le cadre de mes études. J'ai fait mes études à Sciences Po Paris, dans le campus franco-allemand européen de Nancy. Et dans le cadre de ma 3e année, j'ai décidé de partir en Allemagne. J'ai décidé de partir en Allemagne parce que je considérais que c'était important d'apprendre davantage sur les relations franco-allemandes et donc sur l'amitié franco-allemande. Donc je suis parti à Dessau-Roßlau, une petite ville en Allemagne centrale, plus précisément dans le Sachsen-Anhalt, grâce à une initiative de l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Et cette initiative s'appelle Volontariat franco-allemand. Donc j'ai pu partir dans cette ville pour animer des activités dans une école, dans un lycée de cette ville et aussi organiser des projets en lien avec l'amitié franco-allemande, la construction européenne, la francophonie. Et c'était très enrichissant parce que j'ai pu beaucoup apprendre tout en apprenant aux autres et aux élèves en particulier. Et donc j'ai pu beaucoup apprendre sur l'Allemagne, sur son histoire pleine de bouleversements, surtout à partir de la chute du mur en 1989 et même avant la réunification. Et donc c'est une expérience que je conseille fortement. Parce que c'est très enrichissant et ça m'a permis donc de réfléchir sur ce que je voulais faire après, sur mes projets de carrière et j'ai décidé de continuer sur cette voie-là dans le domaine de la construction européenne, ce qui est mon travail aujourd'hui. Et donc je trouve que c'est quelque chose que tout le monde devrait faire, donc de partir dans un autre pays que son pays de naissance.
parce qu'on gagne en autonomie, en compétences et aussi dans tout ce qui est compétences humaines surtout. Donc voilà, n'hésitez pas à partir et je vous dis à bientôt. Et justement, Alberto Bevilacqua est avec nous. Que de chemin parcouru depuis cette expérience. Il y a eu un stage à la Maison de l'Europe des Yvelines et maintenant, vous êtes chargé de mission Europe Direct Seine-et-Marne. Nous allons parler, nous avons bien entendu dans votre reportage, on en parlait davantage, mais avant tout, racontez-moi un petit peu votre parcours, Alberto. Oui, alors pendant les études, il fallait que je fasse un stage pour avoir plus d'expérience professionnelle. Et donc, j'ai décidé de postuler à la Maison de l'Europe des Yvelines parce que je pensais que c'était cohérent avec mon parcours en master affaires européennes et donc j'avais envie de m'investir pour contribuer à la mobilité européenne. Oui, je vois. Alberto, qu'est-ce que cette expérience de mobilité vous a apporté professionnellement? J'ai bien entendu plutôt sur les compétences humaines. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous a apporté cette mobilité? La mobilité, ce que ça apporte, c'est que ça permet de prendre du recul par rapport à ce que sont nos habitudes, notre manière de penser, nos coutumes. Et voilà, ça permet un peu de se dire pourquoi je fais ça, pourquoi je le fais pas comme ça. Et voilà, ça permet de réfléchir sur nos comportements, sur notre manière d'avoir des relations avec les gens. Et ça permet de s'enrichir tout simplement. On parle plutôt de la diversité culturelle des gens de partout. Oui, c'est ça. L'Erasmus. Ça permet de s'adapter à tous les gens qu'on rencontre. Et voilà, c'est un enrichissement qui... voilà, ça vaut le coup d'essayer, quoi. Oui, je vois. Vous êtes d'origine italienne. Oui. Vous vivez en France actuellement. Et est-ce que votre mobilité a renforcé votre sentiment de citoyenneté européenne? Et vous vous sentez quoi vraiment, italien, français, européen? C'est une question simple, mais la réponse est assez complexe, je pense. Mais je peux dire que les trois sont indissociables dans mon cas, donc italien, français, européen. Et je dois dire, oui, que ma mobilité m'a permis de comprendre que j'étais les trois à la fois. Et donc, les trois se complètent. Je dois dire, parfois, ils rentrent en conflit. Mais je pense, oui, que la mobilité m'a fait comprendre que je peux être les trois en même temps, surtout. Oui, est-ce que ce sont les voyages, les études qui ont renforcé votre sentiment de citoyenneté européenne? Oui, absolument. Dans quel sens, par exemple? Quel voyage je pense que spécifiquement. Je pense que le plus grand défi, ça a été de partir en Allemagne, parce que c'est quand même un pays qui est très différent par rapport à mon pays d'origine. Et donc voilà, c'est un défi que j'ai voulu relever. Et c'était une expérience extraordinaire. Et j'ai pu survivre en Allemagne. Donc ça veut dire que voilà, c'est la mobilité nous permet de mieux se comprendre et de comprendre le pays d'envoi, le pays où l'on est. Et donc voilà, c'est ça. C'est de pouvoir s'adapter dans tous les pays d'Europe. Je reviens vers vous, Marie-Raphaëlle. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté avec les gens qui reviennent d'Erasmus, ou est-ce qu'ils se sentaient européens avant de partir dans un autre pays, ou est-ce que leur voyage a changé quelque chose? Si oui, c'était quoi? Alors, on a eu tous les cas de figure des jeunes qui avaient très peu entendu parler d'Europe avant cette mobilité, pour qui c'était quelque chose de très abstrait. D'autres qui se sentaient vraiment concernés, qui avaient déjà participé à des projets, qui avaient déjà voyagé, tout simplement. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que quand ils reviennent, ils ont, je pense, mieux compris, je ne vais pas dire qu'ils se sont tous super européens, mais en tout cas, ils ont mieux compris ce que c'était que la citoyenneté européenne. Et pour certains d'entre eux, vraiment, ça a réveillé quelque chose. Le fait de comprendre qu'ils ont une voix, qu'ils ont une opinion qui compte, qu'eux peuvent changer les choses au niveau européen.
pour beaucoup l'envie de repartir en se rendant compte que c'est pas si difficile en Europe de bouger et d'être mobile. Donc oui, effectivement, on a des retombées très positives. Il y avait des craintes avant de partir. Bien sûr. Vous avez constaté. Oui, alors ils ont peur de pas... Quel sujet? C'est plutôt sur les différences interculturelles. Quand on a des jeunes qui partent en Irlande ou en Allemagne, c'est oh, mon Dieu, on pourra jamais dîner à 17h, chez nous c'est l'heure du goûter. Ceux qui partent en Espagne, à contrario, c'est ah mon Dieu, non, passer à table à 23h, c'est pas possible. Ils ont peur des réactions des gens par rapport à leur culture. On a des gens d'origine maghrébine ou d'autres religions ou avec une couleur de peau différente et qui ont peur de ne pas être acceptés dans leur pays d'accueil. Mais voilà, on travaille avec des gens extrêmement tolérants et ça se passe toujours bien. Et oui, le programme Erasmus Plus ne cesse d'évoluer. Je vous propose de retrouver l'eurodéputée Laurence Farrand au Parlement européen de Strasbourg. Elle est interrogée par Hugo Casadamon. Je reçois aujourd'hui Laurence Farrand, eurodéputée, membre du groupe Renew Europe et de la Commission de la Culture et de l'Éducation. Bonjour. Bonjour. Alors on va s'intéresser aujourd'hui à Erasmus+, le programme européen pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport. 10 millions de personnes en ont bénéficié depuis sa création en 1987. Ce programme a beaucoup évolué avec de nombreuses difficultés. On rentre depuis le début de l'année 2021 dans une nouvelle période pour ce programme qui est au cœur de la construction européenne actuellement. Un budget de plus de 26 millions d'euros lui a été alloué, soit près du double par rapport à l'ancienne période qui était 2014-2020. Quelles sont les priorités pour le programme Erasmus+, pour son avenir sur cette période? Alors en effet, ce programme a beaucoup évolué et puis avec Erasmus, il y a un plus aujourd'hui, ça veut dire qu'il a intégré plusieurs niveaux de politique, de mobilité qui ont été testés par le passé et qui sont rentrés de plein pied dans ce nouveau programme. Comme vous dites, ce nouveau programme, il a pratiquement été doublé, on est même à 28 milliards pour les 7 ans qui viennent, donc c'est un immense progrès parce que ça veut dire à la fois, bien sûr, plus de gens, plus de jeunes et plus de publics qui vont partir, mais aussi des publics très différents. Puisque l'image qu'on peut avoir d'Erasmus, c'est le programme pour les étudiants qui partent en mobilité, qui font des colloques et qui profitent de ces études à l'étranger pendant quelques mois. Or, c'est beaucoup plus que ça aujourd'hui, puisque ce programme avait déjà intégré d'autres publics, mais là, c'est radicalement le cas, puisqu'il y a une ouverture aux scolaires qui est évidente. Maintenant, à la fois, les élèves des primaires vont pouvoir partir, à présent, c'était jusqu'au collège, mais aussi leurs enseignants à partir de la maternelle. Ça veut dire que la mobilité à l'étranger, en Europe, même sur des courtes périodes, intègre vraiment le programme. Il y a aussi apport du Parlement européen une clause d'inclusion. Ça veut dire la volonté d'ouvrir la mobilité à des personnes qui sont plus éloignées en fonction de leurs conditions sociales, de leur lieu de vie géographique, du fait qu'ils puissent être porteurs d'un handicap et que la mobilité soit plus compliquée pour eux. Donc ça, c'est des objectifs qui sont intégrés. Et puis, il y a aussi la dimension liée aux apprentis. C'est un de mes combats phares de favoriser la mobilité pour les apprentis parce qu'on sait que c'est un fort vecteur d'emploi. C'est aussi très important pour les régions transfrontalières. Donc c'est la construction de l'Europe qui se fait humainement et c'est ça que cela porte. Donc, point très important, plus de jeunes, profils différents. Et puis, on a la dimension aussi importante de l'intégration de l'objectif climat qui rentre dans Erasmus, puisqu'on a pu faire en sorte qu'il soit mieux pris en charge, ou enfin pris en charge plutôt. Vous pensez justement que le climat, l'environnement, c'est quelque chose dont on parle maintenant tous les jours. On ne peut pas évoquer l'avenir, le monde de demain, sans parler d'environnement. C'était quelque chose d'important à intégrer dans un programme tel qu'Erasmus, dans lequel beaucoup de pays européens, d'ailleurs tous les pays membres de l'Union européenne participent au programme Erasmus. Et de quelle manière réellement on va voir des changements dans le programme Erasmus en intégrant l'environnement? Alors en effet, il y avait une sorte de paradoxe que les jeunes qui sont à la fois les plus concernés par l'avenir de la planète et qui aussi se sont manifestés très largement au moment des élections européennes avec
cette motivation du climat, que donc la principale politique jeunesse de l'Union européenne n'intègre pas cette dimension. Aujourd'hui, elle le fait. Alors, j'étais à l'origine d'un rapport d'initiative pour insuffler quelques idées à la Commission européenne, dont la plupart ont été reprises. Donc j'en suis très contente. Et donc ces avancées qui sont très concrètes, elles portent sur 2 dimensions. Il y a à la fois bien sûr les thématiques des mobilités qui va être privilégiée, c'est-à-dire qu'une mobilité à des fins d'études environnementales, l'acquisition de nouvelles compétences, je parle par exemple de l'apprentissage sur des métiers du bois, du chauffage, va être davantage reconnu. Et d'autre part, le programme va permettre de mieux prendre en charge les mobilités les plus écologiques, puisque jusqu'alors, il pouvait être plus intéressant de prendre un avion low cost qu'un train. Donc aujourd'hui, les bourses permettent de prendre en charge le différentiel de prix. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les évolutions à apporter aux politiques européennes de mobilité pour accroître cette fois-ci un sentiment de citoyenneté européenne? Vous parliez tout à l'heure d'inclure une plus grande majorité des jeunes. Est-ce que par exemple des jeunes qui vivent dans des milieux défavorisés où ils ont tendance peut-être à vivre plus en autarcie, à rester, on parle de cité, à rester dans leur cité, à ne pas forcément en sortir. Est-ce que c'est des gens à aller chercher et de quelle manière ? La question de partir ailleurs en Europe ou à l'étranger ne se pose même pas, parce que ce soit des jeunes qui vivent dans certaines zones urbaines ou alors dans des zones très rurales, justement, c'est pas dans le logiciel. Ce logiciel, il est plus évident quand on est urbain, quand on va en université, en grande école. Et aujourd'hui, les grandes écoles et les universités intègrent vraiment la mobilité dans leur cursus, alors que en effet, toute une frange de jeunes et même la majorité n'est pas touchée. Donc il est important pour ça de prévoir la mobilité courte dès le plus jeune âge, parce qu'on sait très bien que quand on a goûté à la mobilité jeune, on se dit ça ouvre des perspectives, on se dit ça c'est possible pour moi, ça peut motiver à apprendre une langue étrangère. Il y a beaucoup de témoignages, et moi je l'ai vu notamment dans le cadre de l'apprentissage, donc dans des CFA. Le fait de toucher l'apprentissage, c'est aussi toucher des jeunes qui sont plus éloignés jusqu'à présent de la mobilité quand on parle des centres de formation, des métiers dits manuels. Et tout d'un coup, tous les témoignages qu'on recueille, c'est mais oui, c'est une opportunité, je peux le faire. On rend les choses possibles et ça devient beaucoup plus accessible. Très bien. Alors, la France, c'est le pays qui envoie le plus d'étudiants via le programme Erasmus+. Est-ce que c'est important pour la France de rester leader dans ce type de projet pour la construction européenne et de rester toujours un moteur de l'Union ? Oui, parce que ça prouve d'une part que la France demeure, l'est aujourd'hui, mais a toujours été un pays très pro-européen. Donc elle s'est beaucoup investie dans cette construction humaine de l'Europe. Et envoyer des jeunes partout en Europe et à l'étranger, c'est aussi porter l'influence nationale et l'influence de la France. C'est du soft power qui est bâti des rencontres. On va porter des savoirs, on va porter notre culture, mais aussi on va ramener des choses. Donc évidemment, c'est très important dans une influence nationale de la France partout en Europe et à l'étranger. Est-ce que vous comprenez ceux qui sont contre ce programme ? J'entends les arguments, c'est-à-dire que des pays qui ont des problèmes démographiques et qui savent qu'ils ne sont pas forcément attractifs pour leurs jeunes, savent très bien que s'ils les laissent partir, il y a des chances qu'ils aient plus de difficultés à rentrer. Donc je comprends tout à fait ce frein. Après, maintenant, l'enjeu, c'est de faire en sorte que ces pays, qui sont pour beaucoup des anciens pays de l'Est, puissent reconquérir une économie, puissent reconquérir une excellence académique, et que pour ça, Erasmus soit à leur service. Mais je peux comprendre les freins qui existent aujourd'hui. Et quand on entend qu'un pays comme la Turquie fait partie des pays participants, en plus des pays membres de l'Union européenne, qui participent à toutes les éditions du programme, certains qualifient la candidature de la Turquie pour intégrer l'Union européenne de blague. Cette candidature date de 1987 d'ailleurs. Comment est-ce qu'on peut expliquer aux gens que l'Union européenne a des relations très compliquées avec la Turquie et que malgré tout la Turquie puisse faire partie de ce genre de programme? Il faut dire que la Turquie n'est pas le seul pays tiers à participer à Erasmus. Erasmus a une
audience internationale. Il y a beaucoup de pays qui sont inclus dans ce programme, sans pour autant des candidats à l'entrée dans l'Union européenne. Donc je pense qu'il faut décorréler les deux. Je pense que le débat sur la Turquie est clos, sur l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Pour autant, dans le cadre d'une stratégie de coopération, de diplomatie et de soft power, je trouve tout à fait important qu'on ait ces relations et ces échanges avec des jeunes de tous les pays. Et vous pensez que les jeunes Turcs, c'est plus de 700 000 départs depuis 17 ans, reviennent en Turquie après être venus partout en Europe et après avoir fait ce programme? Je n'ai pas de chiffres. Franchement, je ne sais pas. Il est évident que partout, même dans notre propre pays, partir en mobilité donne envie, l'étranger donne envie d'étranger. Voilà. Donc après, tant mieux, il faut circuler. Après, est-ce que les jeunes Turcs se fixent plus particulièrement dans les pays qu'ils visitent? Je n'en suis pas sûre, je n'ai pas les éléments, je n'ai pas les données. Très bien, merci beaucoup Laurence Farrand d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes eurodéputée, membre de la commission de la culture et de l'éducation. Vous êtes également membre du groupe Renew Europe. Et aussi, on peut rappeler que les Erasmus Days se dérouleront les 14, 15 et 16 octobre prochains. Et pour en savoir plus, il y a un site internet, Erasmus Days. Et beaucoup d'événements. Merci beaucoup Laurence Farrand. Avant de se quitter, vous le savez, une grande consultation citoyenne est en cours jusqu'au premier semestre 2022. Vous êtes invités à vous exprimer et à imaginer l'Europe de demain. Je vous rappelle d'ailleurs l'adresse de la plateforme numérique futureu.europa.eu, une plateforme qui a été mise en place à l'occasion de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et puis, n'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation et TV 78. Très bonne soirée à toutes et à tous. C'était Parlons d'Europe sur Sensation. Plus d'infos sur maisoneurope78.eu.